Introduction. Le contexte de l'histoire. Nous sommes dans les années 1850, à Paris. C'est une époque rude. Le Second Empire bat son plein. Les grandes avenues d'Haussmann n'existent pas encore. Les faubourgs sont serrés, humides, bruyants. Les ouvriers vivent au jour le jour. Ils n'ont ni sécurité sociale, ni indemnité en cas d'accident, ni retraite. Ils travaillent avec leurs mains jusqu'à l'épuisement. Et quand ils tombent, personne ne les relève. Les femmes, elles, pour tout. Les enfants, le linge, l'honneur. Mais elles n'ont pas le droit à l'erreur. C'est dans ce monde-là que vit Gervaise, une femme simple, une femme debout. Elle veut juste travailler, aimer, élever sa fille. Mais à cette époque, vouloir s'en sortir n'est pas toujours suffisant. Chapitre 1. Une femme debout. Elle s'appelait Gervaise Macquart. Elle arrivait à Paris un matin de juin, le cœur plein d'espoir malgré la fatigue du voyage. À ses côtés, 2 enfants endormis et un homme, Lantier, son compagnon. Mais il ne regardait plus vraiment ni Gervaise ni les enfants. Son regard fuyait, son amour aussi. Gervaise n'avait rien, pas d'éducation, pas d'argent, juste ses mains de blanchisseuse et l'envie de s'en sortir honnêtement. Mais très vite la trahison. Un matin, Lantier disparaît, emportant les quelques sous qu'il restait. Elle se retrouve seule, à 22 ans, seule à Paris avec 2 bouches à nourrir. Alors elle se relève. Elle pleure un peu, puis se remet à marcher. Elle frappe aux portes, elle trouve du travail. Chez Madame Fauconnier, une blanchisseuse. Elle apprend à frotter sans relâche, à sourire malgré les commérages. Elle devient précieuse, indispensable même. Le soir, dans sa mansarde, elle lave aussi ses enfants. Elle les borde, elle leur raconte des histoires de soleil. Et puis, il y a ce zingueur, aux mains abîmées, Coupeau, timide, respectueux, qui la regarde avec douceur. Il lui dit « Tu es forte, Gervaise. Moi, je te rendrai heureuse. » Elle hésite, elle a connu la trahison. Mais il ne boit pas, il travaille. Alors elle dit oui. Le mariage est modeste, mais joyeux. Un long repas, des rires, des chansons. Gervaise rit aussi. Elle y croit. La vie peut commencer, simple et belle. Elle rêve d'ouvrir sa propre boutique. Une blanchisserie à elle, avec une enseigne au-dessus, son nom, sa fierté. Mais Paris ne fait pas de cadeaux. Pas longtemps. Chapitre 2. Le rêve d'une boutique. La vie semble reprendre ses droits. Avec Coupeau, Gervaise découvre une certaine paix. Il est doux, il ne boit pas, il travaille dur sur les toits. Elle frotte le linge avec ardeur, avec fierté. Ils vivent simplement. Ils mangent peu, mais rient beaucoup. Et leur fille, Nana, vient au monde. Une petite lumière dans ce coin de grisaille. Gervaise rêve. Pas de luxe, non, mais d'un endroit à elle. Une blanchisserie avec sa propre enseigne. Elle la voit déjà.
de la lumière, du savon, des draps blancs qui sèchent à la fenêtre. Elle en parle à Coupeau. Il l'écoute, il approuve. Il lui dit qu'un jour, ils auront ça. Et ce jour arrive. Un petit héritage, une somme modeste, mais assez pour démarrer. Gervaise se lance. Elle loue un petit local, achète du matériel, engage une aide et surtout, elle travaille de l'aube à la nuit. Les clientes affluent. On la respecte. On l'appelle Madame Coupeau. Et ça la fait sourire. Même si elle garde les pieds sur terre, elle veut réussir. Pour elle, pour Nana. Pour montrer qu'on peut s'en sortir, même quand on vient de loin. Mais les jalousies rôdent. Les Lorieux, la belle-sœur, l'espionne, la dénigre. Ils ricanent derrière la porte. Ils attendent la chute. Mais elle ne tombera pas. Pas tant qu'elle tiendra debout, les bras dans l'eau chaude, à laver les malheurs des autres. Le rêve est fragile, mais il est réel. Et pour la première fois, Gervaise se sent chez elle. Chapitre 3. La chute de Coupeau. Le temps passe. Et un jour, tout bascule. Coupeau monte sur un toit. Il glisse. Il tombe. Une jambe cassée. Des mois de repos. Il ne peut plus travailler. Il traîne à la maison, puis au bistrot. Au début, ce n'est qu'un verre, puis deux, puis tous les jours. Gervaise s'inquiète. Elle le supplie de se reprendre. Mais Coupeau ne veut plus rien entendre. Il dit qu'il est fatigué, qu'il mérite du repos, qu'il en a marre des toits et du zinc. Et l'Assommoir, ce cabaret des ouvriers fatigués, devient son refuge. Là-bas, il trouve des compagnons d'oubli, des hommes qui noient leurs jours dans l'alcool. Gervaise regarde son mari s'effondrer. Elle veut le sauver. Elle essaye. Mais elle doit aussi faire tourner la boutique, s'occuper de Nana. Les dettes s'accumulent. Le linge s'empile. Et Gervaise, peu à peu, s'use. Un soir, Coupeau rentre ivre. Il crie. Il casse une chaise. Nana pleure. Et dans les yeux de Gervaise, on lit quelque chose de brisé. Ce n'est plus l'homme qu'elle avait épousé. C'est une ombre. Un homme sans lumière, sans volonté. La chute de Coupeau a commencé. Et elle entraîne tout le foyer avec elle. Chapitre 4. L'envahisseur Lantier. Il y a des hommes qu'on croit avoir laissés derrière soi. Mais certains reviennent toujours. Un jour, Lantier réapparaît. Il frappe à la porte, il sourit, comme s'il n'était jamais parti. Coupeau, qui boit de plus en plus, le laisse entrer. Par faiblesse, par lassitude. Et Gervaise n'ose pas dire non.
Alors Lantier s'installe, petit à petit, comme un poison lent. Il dort là, il mange là, il commande, il critique. Et Coupeau ne réagit plus. Il s'est éteint. 2 hommes dans l'appartement, l'un qui boit, l'autre qui manipule, et Gervaise entre eux, écrasée. Elle se tait, elle accepte, elle se ment. Elle croit encore que ça passera. Mais tout le monde voit. Les voisins ricanent, les clientes désertent, la boutique décline. Et dans le regard de Nana, quelque chose change. L'enfant comprend. Elle devine que la maison ne tient plus debout. Gervaise veut croire que le cœur peut tout supporter. Mais ce n'est plus une vie. C'est un ménage à 3, tordu, triste. Lantier est revenu. Il a tout repris. Sans amour, sans honte. Comme un roi sans royaume qui s'impose quand même. Chapitre 5. Nana et le désespoir. Nana grandit, trop vite, dans un monde tordu, abîmé. Elle observe, elle écoute et elle comprend. Son père titube. Lantier parle trop fort. Sa mère baisse les yeux. Alors, Nana se ferme. Elle ne rit plus. Elle ne pose plus de questions. Elle s'échappe. Dans la rue, dans les recoins, avec d'autres enfants perdus. Elle parle fort, elle rit fort. Mais ce n'est qu'un masque, une armure fragile. Un jour, elle ne rentre pas. Elle disparaît. Puis revient avec des silences. Gervaise veut lui parler, mais elle ne sait plus comment. Les mots s'envolent. Ils n'atteignent plus sa fille. Nana s'en va, un peu plus chaque jour. Elle fuit cette maison étouffée, ce passé qui colle, ce présent qui pue l'alcool. Gervaise regarde Nana s'éloigner. Elle sait, elle sent que sa fille deviendra ce qu'elle a fui. Un corps marchandé, un regard durci, un rire trop rouge. Nana n'est plus une enfant. C'est une cicatrice vivante. Et la vie de Gervaise s'effondre en silence. Chapitre 6. La déchéance. Les jours passent, puis les semaines, et tout s'effondre. La boutique ferme, les draps s'entassent dans un coin, la poussière recouvre les murs. Gervaise ne se bat plus. Elle glisse. Un petit verre pour oublier, puis un autre, puis les lendemains qui ne chantent plus. Elle n'a plus rien, plus d'argent, plus de clients, plus de force. Et Coupeau, lui, devient un spectre. Il délire, il tombe, il hurle, il insulte, il pleure. Il n'est plus un homme. C'est un corps sans âme. Gervaise l'amène à l'hospice, un dernier geste. Mais même là, il ne la voit plus.
Il meurt comme il a vécu, perdu, sale, abîmé. Et Gervaise reste seule. Elle mendie un peu, elle dort là où elle peut, un escalier, une cave, une mansarde vide. Les passants ne la voient plus. Les anciens amis l'évitent. Elle n'est plus qu'une ombre, une silhouette qu'on oublie. La faim creuse, le froid mord, le silence pèse. Et dans cette ville immense, personne ne se souvient de Gervaise. Chapitre 7. Gervaise s'éteint. Gervaise ne parle plus. Elle ne pleure plus. Elle ne rêve plus. Elle reste là, allongée dans un coin sombre, ses mains croisées, son ventre vide. Elle pense à autrefois, à Nana enfant, à la boutique, à Coupeau, qui souriait encore. Le froid la serre, la faim la ronge. Elle ne bouge pas, elle attend. Quelques voisins murmurent « Elle est encore là, c'est Gervaise !» Mais personne ne s'arrête, personne ne tend la main. Elle meurt une nuit, sans cri, sans un adieu. On découvre son corps 2 jours plus tard, dans un recoin de la cave. La concierge hausse les épaules. « Une de moins, dit-elle. » Et la ville continue. Les enfants jouent, les lavandières chantent, les hommes boivent, comme si rien ne s'était passé. Gervaise s'éteint. Personne ne se souvient. L'Assommoir a été écrit en 1876 et publié en 1877. C'est le 7e roman de la série des Rougon-Macquart et c'est aussi celui qui a vraiment fait exploser la notoriété de Zola. Il y décrit, avec une force brutale et réaliste, la misère des ouvriers parisiens, le ravage de l'alcoolisme et l'engrenage tragique de la pauvreté. C'était un roman choc à l'époque et il l'est toujours aujourd'hui. Pourquoi ce titre ? Pourquoi l'Assommoir ? C'est un titre très parlant. Émile Zola a choisi le nom l'Assommoir avec une intention symbolique très forte. Le mot vient du verbe assommer, c'est-à-dire frapper violemment, étourdir, voire tuer. À l'époque, un assommoir, dans l'argot populaire, désignait un débit de boissons bon marché, souvent sordide, où l'on servait de l'alcool fort, comme de l'eau-vie, le genièvre ou l'absinthe. Bref, des lieux où les ouvriers allaient s'étourdir, s'anesthésier, littéralement et socialement. En appelant son roman ainsi, Émile Zola désigne directement le lieu où les pauvres gens viennent se fracasser la vie. Pas seulement le crâne avec l'alcool, mais aussi l'espoir, le couple, le travail, la dignité. C'est à la fois un lieu réel, qui est le bar, et un symbole, la machine sociale qui broie les petites gens.
Tout le roman d'Émile Zola est contenu dans ce mot, l'assommoir. C'est la chute lente et inévitable. Dans ce roman, l'assommoir, il n'y a pas de jugement, juste un regard lucide, un regard qui nous dit que la misère n'est pas qu'une fatalité, mais une mécanique. L'assommoir, c'est aussi la société qui broie, avec l'alcool comme échappatoire, l'indifférence comme dernier silence. Et nous, lecteurs, auditeurs, nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas voir. Merci, Monsieur Zola. Par cette lecture, j'espère vous avoir donné envie de lire ou de relire l'œuvre d'Émile Zola. Merci de m'avoir écouté.